Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième capsule qui aura pour thème notre cerveau. Quand je parle de développement sensoriel, quand je parle de réflexes archaïques, comme c'était le cas dans les deux premières vidéos que je vous invite à regarder, évidemment, on se rend compte qu'il y a un grand chef d'orchestre qui est le cerveau. Moi, je viens à la base du monde du coaching sportif, de la motricité, et j'ai longtemps coaché en ayant comme objectif le muscle. Et en fait, je me rends compte que le muscle dépend en réalité du cerveau. Et donc, il faut absolument traiter comment notre cerveau fonctionne. Le but, c'est pas de vous faire une masterclass de neurosciences, mais juste de vous présenter 3 concepts qui ont pour moi été ultra importants autour du cerveau et de voir comment on peut les intégrer autour des réflexes, autour de la sensorialité. Le premier concept, c'est le concept de cerveau prédictif. Pendant très longtemps, les neuropsychologues, tous ceux qui sont intéressés au cerveau, ont pensé que le cerveau était réactif. Les réflexes sont un bon exemple de réactivité. On a une stimulation et le corps réagit parce que le cerveau lui demande de réagir. En réalité, plusieurs personnes, plusieurs scientifiques ont maintenant mis en avant que oui, le cerveau était réactif, c'est vrai, et il le sera toujours. Mais il était aussi prédictif. Et pour ça, il y a Carl Friston qui a fait une grande théorie sur comment notre cerveau anticipe les stimulations. Et ça, c'est ultra important. La vidéo que vous allez voir juste là... Alors, est-ce que je peux te pousser? Sans problème. Ok. T'es prêt? Je vais te pousser, mais beaucoup plus fort. Okay. Et avant même que je le touche, vous voyez la personne qui avance vers moi. Tout ça, pourquoi? Parce que le cerveau prédictif, il s'est dit, je vais recevoir cette stimulation, comment je dois m'adapter avant même de la recevoir? Et ça, je pense que vous l'avez tous déjà vécu dans des exemples qui sont horriblement pénibles, qui sont le fameux escalator au centre commercial qui ne marche pas. Donc vous savez, l'escalator, c'est l'escalier qui est électrique, et quand l'escalator ne marche pas, vous mettez le premier pied dessus, et vous avez comme une boiterie, vous avez du mal à marcher normalement, parce que en fait, votre cerveau il s'attendait à autre chose. Un autre exemple, c'est quand vous passez sous les panneaux 1,80 m avec votre voiture, vous êtes dans votre berlingot, et vous baissez la tête quand vous passez sous la barrière. Alors qu'il n'y a aucune raison que la barrière vous touche, mais le cerveau il voit ça, et il se dit « Oh là, je vais prévoir que ça se passe ». Et donc ces prédictions, elles ont un seul but, en réalité, encore une fois, c'est toujours le même, c'est de nous faire survivre. Pourquoi la personne dans la vidéo, quand je la pousse, la première fois, elle est normale, la deuxième fois, quand je lui dis que je la pousse plus fort, elle avance? C'est qu'elle prévoit que la pousser plus fort va la faire tomber en arrière. Et notamment la chute, qui est un danger absolu, puisque pendant très longtemps, la chute était une des causes de mortalité les plus fortes pour l'être humain. Et bien pour éviter ça, l'être humain met des stratégies avant même que les stimulations, elles arrivent. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Notre cerveau réagit, mais il prévoit aussi avant même de réagir. Et ça nous permet justement d'éviter le danger. Et on va mettre en lien avec une deuxième théorie sur le cerveau que j'aime beaucoup, c'est la théorie du biais de négativité. Alors ça, il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé dessus. Moi, j'aime bien les travaux de Rick Hanson, qui lui montrait que c'était beaucoup plus marquant pour le cerveau les éléments négatifs que positifs. La théorie qui est annoncée derrière, et qui a fait un sens au niveau de l'évolution, c'est que les personnes qui n'ont pas le biais de négativité meurent plus vite que les autres. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ça? C'est pas forcément bien d'être négatif, c'est peut-être chiant dans un groupe, quelqu'un qui est négatif, mais pour survivre, c'est beaucoup mieux d'être négatif. L'exemple qui est souvent donné, c'est vous avez 2 hommes de Cro-Magnon qui sont dans la forêt et ils entendent les feuilles qui bougent dans les arbres. Dans ce cas-là, il y a plusieurs options. Soit c'est une option tout à fait banale, c'est-à-dire que c'est le vent qui fait bouger les feuilles et il n'y a pas de danger. Soit ça peut être une bête féroce qui va les attaquer et là, il y a un gros danger. Et bien l'être humain qui a le biais de négativité, l'être humain qui imagine le pire, qui prévoit le pire, dès qu'il entend les feuilles bouger, qu'est-ce qu'il fait? Il part en courant. Et donc, il continue pas sa balade, il trouvera peut-être pas de framboises ou de mûres dans les bois, mais il survit. Et puis l'autre, qui n'a pas le biais de négativité, il va continuer son chemin en se disant c'est peut-être le vent. Et effectivement, 9 fois sur 10, ça va lui donner un petit avantage de survie puisqu'il va trouver des baies, il va trouver des framboises, il va trouver des mûres. Mais la fois où c'est une bête féroce, il va mourir. Et en fait, dans l'évolution, vu que celui qui meurt ne se reproduit pas, vu que celui qui meurt n'assure pas sa survie sur le long terme, et bien en fait, ce gène est resté qui fait qu'on a toujours plus d'importance sur le négatif, toujours plus d'importance sur ce qui pourrait mettre à mal notre survie. Aujourd'hui, regardez autour de vous, quand vous entendez des news à la télé ou aux journaux négatifs, ça attire beaucoup plus votre attention. Vous pouvez passer un mois avec vos amis, ça se passe toujours bien. Il suffit que vous vous engueuliez une fois pour que ça prenne le dessus. Et ça va être ultra important parce qu'il faut savoir que notre cerveau il est prédictif et qu'en plus, quand il doute,
il va imaginer le pire. Le troisième concept, c'est le concept de l'évaluation cognitive du stress. Avant de développer la théorie de l'évaluation cognitive de Lazarus et Folkman, c'est important pour moi de vous dire qu'il y a plusieurs façons de réagir face au stress. Souvent, on entend parler de 3 manières de réagir face au stress. La première, c'est la lutte. J'engage mes ressources pour lutter face à ça. La deuxième, c'est la fuite. Je vois que j'ai pas assez de ressources pour lutter, je fuis. Et la troisième, c'est le figement. Je ne sais pas quoi faire, je dissocie de mon corps, je n'ai plus de contrôle sur mon corps. Ça, ces 3 réactions, elles ont été montrées dans l'évolution qu'elles ont un rôle à chaque fois. Fuir pour éviter le danger, lutter pour surmonter le danger, et puis se figer, c'est notamment les antilopes ou les choses comme ça qui font la morte ou les mortes pour ne pas être mangées. Ça peut aussi être les moments où vous allez figer pour ne pas ressentir la douleur. On se rend compte que quand il y a un figement, il y a des substances opioïdes qui se déclenchent dans le cerveau et qui font qu'on ne ressent pas la douleur comme on le pourrait. Certains l'ont déjà expérimenté, je ne vous le souhaite pas, quand vous avez un accident de voiture et que vous êtes complètement figé et que vous ne vous rendez pas compte, par exemple, que vous avez perdu votre jambe et quand vous vous en rendez compte, là, ça devient compliqué. Mais avant, vous n'avez même pas senti que votre jambe n'était plus là puisque le cerveau, il avait figé tout ça. Et donc ça, si par exemple, dans votre vie, vous devez faire face à un stress, vous avez un animal sauvage en face de vous, vous sentez que vous pouvez vous battre avec l'animal sauvage et qu'il ne va pas vous faire de mal parce que vous êtes plus fort que lui. Vous pouvez lutter. Si vous avez l'impression que vous n'avez pas les ressources, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez fuir. Et si jamais vous pensez que vous ne pouvez même pas fuir parce que vous n'avez pas de ressources pour ça, vous allez être figé devant l'animal et plus bouger en espérant qu'il ne vous attaque pas. En réalité, il y a une 4e réaction face au stress qui est très souvent oubliée et qui est celle que l'on viserait pour l'être humain, qui s'appelle le flow. Alors le flow, je vais laisser Tristan qui gère cette vidéo vous écrire le nom du mec qui a mis au point cette théorie parce que vous allez voir que c'est absolument imprononçable. Donc son prénom c'est Mirali et son nom de famille, si jamais vous arrivez à le prononcer, vous me faites un petit audio sur Instagram, je serais ravi de l'entendre. Et donc ce Mirali, il a mis au point des études qui montraient qu'on avait parfois un état où même face à une stimulation, face à un stress, la vie continuait comme dans un flow, vous savez, comme si rien ne nous atteignait. Ceux qui font du sport à haut niveau, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà ressenti, les skieurs, les surfeurs, où vous n'avez pas à réfléchir quoi faire, mais vous le faites. Dans la vie de tous les jours, on le ressent par exemple si vous prenez le vélo pour toujours le même trajet et que des fois, vous partez dans vos pensées et en fait, vous n'êtes même plus attentif à ce qui se passe, mais tout déroule. Donc Mirali, il a montré que quand on avait beaucoup de ressources et qu'on avait une grosse contrainte, ça arrivait parfois le flow. Et ça, c'est ce qu'on va viser. Pourquoi je vous parle de ces 4 états? Parce que je dois vous amener au concept de l'évaluation cognitive qui a été mis en avant par Lazarus et Folkman. Rappelez-vous toujours, notre cerveau est prédictif, il imagine le pire, face à un stress, il a 4 réactions possibles. Et puis, Lazarus et Folkman mettaient en avant que lorsqu'on fait face à une stimulation, un stress, un événement, le cerveau met d'abord en place une évaluation primaire. Et l'évaluation primaire, c'est répondre à une question très simple. Est-ce que cette stimulation, cet événement, ce stress est potentiellement dangereux? Et donc là, il y a 3 réponses possibles. Il y a non, il n'est absolument pas dangereux. Et là, vous avez compris que dans les réactions du stress d'avant, on va plutôt être dans le flow, on va plutôt être dans la vie continue. La deuxième possibilité, c'est oui, cette menace, ce stress, cette stimulation peut être dangereuse. Et donc là, ça peut être dangereux, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va être dans la lutte ou dans la fuite. Et troisième option, c'est sûr que cette stimulation, ce stress est dangereux. Et votre cerveau, il fait ça en beaucoup moins qu'une seconde, 0,2 millisecondes, il est déjà en train de traiter est-ce que ce qui m'arrive est potentiellement dangereux, est dangereux ou est totalement safe. Une fois qu'il a fait cette évaluation, selon la réponse qu'il va avoir, il va avoir une évaluation secondaire. Rappelez-vous, si la situation est absolument pas dangereuse, le cerveau continue, il n'y a pas d'évaluation secondaire. Par contre, si il perçoit qu'il y a une menace potentielle ou une menace sûre, il va passer en évaluation secondaire. Et l'évaluation secondaire, c'est tout simplement se poser la question, est-ce que j'ai les ressources pour faire face à cette stimulation? Et donc, il y a encore 3 réponses possibles. Oui, c'est sûr que j'ai les ressources pour faire face. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va engager ses ressources, il va lutter. Et là, c'est de la lutte positive puisqu'on va s'en sortir. Ensuite, deuxième réponse, le corps ne sait pas s'il a les ressources pour faire face. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Il va tout simplement engager ses ressources, peut-être pour commencer une lutte, et peut-être se rendre compte qu'il n'a pas les ressources et fuir. Et enfin, dernière chose, il ne sait qu'il n'a pas les ressources, il est certain qu'il n'a pas les ressources pour faire face, et donc il va soit fuir, soit se figer.
Vous avez compris? Pour le cerveau, la pire chose possible, c'est le figement. Ça veut dire qu'à l'instant présent, il n'avait pas les ressources et du coup, il s'est complètement figé. Ensuite, le deuxième pire, c'est la fuite. C'est-à-dire que le corps juge qu'il a les ressources pour partir, mais pas pour affronter la situation. Et enfin, ce qui est un petit peu mieux, c'est d'avoir les ressources pour lutter, pour surmonter, ou tout simplement être dans le flow, c'est-à-dire que je continue ma route et même si ce qui m'arrive arrive, je sais que de toute façon, ça ne va pas m'affecter. Et ça, c'est hyper important parce que ça peut être pour toutes les situations du quotidien. Ça peut être pour mon boss me crie dessus parce que j'ai mal fait mon boulot. Je sens que j'ai pas les ressources, je me fige et j'ose pas lui répondre, je le regarde comme ça et il va dire Lucas, en plus tu réponds pas, t'as rien à dire et ça va être pire. Ça peut être je fuis en disant ok je vais le faire et je pars plus tard. Ça peut être je lutte en lui disant bah non, je trouve que mon travail est de bonne qualité, je vais faire ça, etc. Ou ça peut être dans le flow, je le laisse parler et ça m'impacte pas. Mais vous vous doutez bien que si je vous parle de ça, c'est pour faire un lien avec ce qu'on a vu avant dans le développement sensoriel et les réflexes et la motricité. Reprenons tous les concepts. Le premier concept, c'est que le cerveau, il est prédictif. Il réagit quand il reçoit une stimulation, mais il prévoit aussi comment ça va se passer. Qu'il imagine toujours le pire et que, face au stress, il va faire une évaluation primaire et secondaire. Lorsque vous recevez une stimulation, votre cerveau met en lien tout ce qu'il a vécu dans le passé, les ressources dont il dispose, et il va avoir une réaction. On se rappelle que lorsqu'on parle de réaction réflexe, on veut faire en sorte que le cerveau ait une réaction appropriée. Si le cerveau perçoit la stimulation comme une menace, et quand je parle de menace, pour certaines personnes, ça va être simplement de mettre la tête en arrière. Je sais que ça peut vous paraître étonnant dans cette vidéo, mais faites le test, mettez-vous debout, fermez les yeux et faites comme ça avec la tête. Et bien, certaines personnes vont être très à l'aise, et pour certaines personnes, ça va créer des nausées, de l'insécurité, peut-être même certaines personnes vont être prêtes à tomber. Pour la même stimulation, le cerveau parfois le perçoit comme une menace, parfois non. Et donc, si votre cerveau sait qu'à chaque fois que vous bougez la tête, il est en insécurité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous empêcher de faire ça. Vous allez moins bouger. Et il va rigidifier les zones de la nuque. Et vous allez vous retrouver avec des tensions. Si on sait qu'à chaque fois qu'on vous touche les pieds, qu'on vous touche le dos, qu'on vous touche les mains, vous avez des réactions disproportionnées. Votre cerveau prédictif, il sait qu'à chaque fois qu'on vous touche le bord externe du pied, il a une réaction qui peut être négative. Mais vu qu'il est prédictif, mais aussi qu'il a un biais de négativité, il se dit, il faut que j'évite cette stimulation qui peut être dangereuse. Alors on va se retrouver avec des gens qui n'osent plus stimuler leurs pieds et qui vont marcher avec le pied à l'intérieur. On va se retrouver avec des enfants qui n'osent plus stimuler une partie de leurs pieds et qui marchent peut-être sur la pointe des pieds. Parce que votre cerveau, il prévoit. Ce qui est important de comprendre, je vais vous donner un autre exemple pour ensuite revenir au réflexe. Imaginez que toute votre vie, vous êtes baladé dans la rue et que vous n'avez jamais eu de problème. Vous êtes en sécurité dans la rue. Vous n'avez plus à penser à la rue et vous pouvez marcher régulièrement, vous adorez marcher, vous marchez régulièrement. Si maintenant, vous vous faites agresser, racketter ou vous avez un accident dans la rue, il est possible que pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, remarcher dans cette rue vous paraisse dangereux. Parce que rappelez-vous que Rick Hanson a mis en avant que les événements négatifs ont plus d'impact que les événements positifs. Et il faudra peut-être 100 événements positifs pour rassurer. Et donc ça va être pareil pour plein de gens. Si vous avez subi une chute forte, il y a une question qui revient souvent, est-ce que des réactions réflexes, est-ce que des immaturités peuvent arriver après un choc? Évidemment, puisque votre cerveau maintenant se dit « j'ai été touché au bras, j'ai été touché au flanc, j'ai été touché au pied, il s'est passé quelque chose de négatif ». Ça a beaucoup d'impact pour lui et il va falloir le sécuriser davantage pour qu'il se dise « ok, soit j'ai les ressources, soit cette stimulation n'est pas une menace ». Ça va être pareil pour les chutes par exemple. Si une fois vous chutez en avant très fort, ou alors vous avez un accident et il y a un changement de position très fort, votre cerveau va se rappeler que le changement de position égale le choc après. Et peut-être que les fois d'après, vous avez des changements de position, je pense aux gymnastes notamment, les gymnastes qui sont tombés, qui ont chuté, il va falloir resécuriser le système pour qu'ils se rappellent que ce n'est pas un danger. Alors, quel est le lien entre stimulation sensorielle et les concepts du cerveau? C'est que bien souvent, la menace, la stimulation dont on parle dans l'évaluation cognitive, c'est une stimulation sensorielle. Et que notre cerveau prédictif va associer notre comportement et nos actions possibles à ça. Et qu'il va imaginer le pire et qu'à chaque fois, on se retrouve avec des choses de moins en moins sécuritaires. Sauf que vu qu'on est moins en sécurité, on en fait moins et on renforce ce schéma-là. Et c'est pour ça que le travail sensoriel, pour moi, arrive avant tout. C'est que le travail sensoriel, on agit sur comment le cerveau va percevoir la stimulation. Et que souvent, on veut travailler sur « Ok, mais comment je peux mieux gérer mon stress?
Comment je peux mieux gérer quand je suis stressé? Comment faire quand j'ai des tensions? Et ça, c'est symptomatique, c'est important de le faire. Mais par contre, on pourrait aussi peut-être travailler sur comment faire pour ne plus percevoir chaque stimulation comme un stress. Les personnes qui sont hypersensibles sensoriellement, dès que vous les touchez, elles réagissent. C'est bien de relâcher les muscles. C'est bien de faire en sorte qu'il y ait moins de tension. Mais ça serait encore mieux de faire en sorte qu'un contact tactile ne crée pas des tensions qu'on devra soulager derrière. Et c'est là où le travail sensoriel, pour moi, il agit vraiment à la base, c'est qu'on vient agir sur comment le cerveau traite l'information. On vient agir sur les prédictions du cerveau. On vient agir sur le biais de négativité parce qu'on dit au cerveau « Regarde, tu peux subir des stimulations sans que ça soit un danger ». On vient changer la première phase de l'évaluation cognitive. C'est pour ça que le développement sensoriel, traitement de l'information sensorielle, arrive en premier pour moi. Et puis ensuite, une fois qu'on a développé les ressources de la personne au niveau sensoriel, il faudra aussi développer les ressources motrices, comme quelles actions on peut faire. Pour vous donner un autre exemple, si vous ne savez pas vous battre, vous ne savez pas courir, vous ne savez pas utiliser votre corps, et que vous êtes dans une situation où vous devez vous battre, votre corps se dit il n'a pas les ressources. Qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Fuir ou vous figer. Si maintenant, on développe vos ressources, on vous apprend à utiliser vos muscles, à bien bouger, à bouger efficacement, vous allez pouvoir utiliser ces ressources. J'ai pris l'exemple de la bagarre parce que c'est quelque chose de parlant, mais c'est la même chose quand on demande à une personne âgée de se relever de sa chaise. Si elle a la force musculaire, si elle a l'équilibre pour le faire, parce qu'on a travaillé musculairement, si on a développé ses sens pour le fait que le changement de position ne soit plus un problème, cette personne va continuer de bouger. En bougeant, elle va développer ses ressources. Et on se retrouve dans un cercle vertueux. Alors qu'à l'inverse, si elle n'a pas les ressources musculaires, tissulaires, sensorielles, ça ne marchera pas. Donc, le développement sensoriel, pour moi, c'est la base puisqu'il permet de faire en sorte que le cerveau ne se sente pas en danger. Ou du moins, qu'il se sente en danger quand il l'est réellement et pas tout le temps. Et ensuite, il y a le développement musculaire, ce que moi j'appellerais le développement de la motricité, qui va permettre que quand un danger arrive, parce qu'on ne pourra pas tous les éviter, on ait quand même les ressources pour y faire face. Je pense que vous l'avez déjà vu. Je prends l'exemple de mon grand-père. Pendant très longtemps, mon grand-père avait une bonne motricité. Et une fois, il était tombé au restaurant. Je crois qu'il avait 83 ans. Il était tombé en avant, il avait fait une roulade et il s'était relevé. Mais c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'il avait les aptitudes pour appréhender les chutes. Lorsqu'on parle avec des personnes âgées, par exemple, je travaille parfois avec des personnes âgées ou en situation de handicap, la peur de la chute est une des choses qui revient tout le temps. Et c'est pour ça qu'en travaillant avec des personnes âgées, si on améliore leur capacité sensorielle, ok, il n'y a pas de problème quand tu vas en avant ou en arrière, qu'on leur redonne des ressources, ça peut être les capacités motrices de faire une roulade, ça peut être mettre les bras devant, ça peut être se mettre au sol à son rythme, et bien en fait, on change les prédictions du cerveau, on change le biais de négativité parce qu'en fait, on n'a plus à imaginer le pire parce qu'on sait que le pire, en fait, on peut le gérer et on redonne des ressources. Donc comme dans chaque vidéo, je finis toujours par 3 conseils. Mon premier conseil, c'est toujours de commencer par des stimulations sensorielles qui sont sécurisantes. Si vous avez des difficultés, des vertiges, des choses liées à l'équilibre ou peur de chuter, mettez-vous au sol. Vous n'avez pas de problème pour chuter et venez faire des mouvements de la tête. Si vous êtes plus à l'aise, mettez-vous assis. C'est déjà un peu plus dur. Si vous êtes encore plus à l'aise, mettez-vous debout. Si vous êtes des sportifs de haut niveau, mettez-vous sur la pointe des pieds. Si vous êtes des sportifs de haut niveau sur la pointe des pieds, mettez-vous sur la pointe des pieds les yeux fermés. Augmentez progressivement vos stimulations sensorielles. Pour le sens vestibulaire, c'est beaucoup tourner la tête. Pour le sens tactile, c'est beaucoup recevoir des contacts. Donc, mon deuxième conseil, ça va être essayer, avec des contacts sécurisants et sécurisés, de venir faire des câlins aux gens, que ce soit même avec vos animaux de compagnie, de passer du temps à toucher des choses en nature. Vous avez vu, vous avez l'impression que c'est toujours les mêmes concepts. Mais c'est normal parce que le cerveau, il se nourrit de ça. Ça, c'est vraiment très, très important. Le cerveau, il apprend par des expériences sensorielles positives. Et le troisième conseil que je vous donne, évidemment, c'est de faire les choses progressivement. On va faire une capsule sur les différentes doses de stimulation, notamment sur le stress. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. On a tendance, l'être humain, à en vouloir trop et plus. Rappelez-vous que le cerveau, il est prédictif et qu'il imagine le pire. Si vous n'avez jamais couru de votre vie, que vous voulez vous remettre à courir, n'allez pas courir 30 minutes. Allez courir 3 minutes. Parce qu'en faisant moins, mais de façon régulière, on dit progressivement au cerveau, regarde, il n'y a pas de danger, tout se passe bien. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un des plus gros défauts de l'être humain, c'est sa volonté d'aller trop vite. En allant trop vite, on risque de créer une stimulation négative qui va rester dans le cerveau. On a tous en tête des expériences d'un sport, que ce soit du surf, que ce soit des sports de combat, où on s'est dit « Oh là, j'ai eu une expérience négative, j'ai plus envie d'y aller ». On connaît tous un Claude qui s'est mis à courir 45 minutes alors qu'il n'a jamais couru de sa vie.
Le lendemain, il n'a plus jamais couru. Pourquoi? Parce que, Tristan qui lève la main derrière, pourquoi? Parce qu'il a mal au tibia, il a mal au genou et c'est trop dur. Il a créé une expérience négative. Renforcez les petites expériences positives avec des stimulations qui sont progressives, d'abord sur les sens, et vous allez voir que vous allez complètement changer la manière dont votre cerveau appréhende les choses. Si cette vidéo vous a plu, elle est un petit peu différente sur d'autres thèmes. N'hésitez pas à liker, à commenter et à nous poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. La prochaine capsule, ça sera sur la motricité et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.